Eh bien, avançons. Passons à notre deuxième joueur du jour. Bah, tiens, on peut aller sur Dante DiVincenzo. DiVincenzo, 29 minutes par match pour le topo. En moyenne, DiVincenzo, 81 matchs côté New York Knicks, 103 de true shooting plus, donc plus 3% de réussite d'efficacité relatif à la moyenne sur 21% d'usage. Donc, mine de rien, un volume beaucoup plus modeste que Jaylen Brown. 21%, on est sur une troisième option d'équipe, quatrième même, on va dire. Donc, bref. Et pour te lancer, on est vraiment sur une super saison où, en fait, il s'est imposé en titulaire dans une excellente équipe. Complètement. Des playoffs absolument dingues. Il est sur un net rating positif, DiVincenzo. C'est assez fou, en fait, l'impact qu'a ce joueur. Si tu regardes son net rating sur 100 possessions, il est à plus 7 la saison dernière. Il était à plus 4 à Golden State la saison passée. Il n'a pas souvent été en positif, mais là, ça fait 2 saisons qu'il l'est concrètement. Il a eu le meilleur box plus minus de toute sa carrière à 3,4. Il y a une vraie progression sur ses pertes de balles, ce qui a aidé à son efficacité générale. Et puis il est absolument redoutable en longue distance. C'est un joueur, je crois que c'est 70% de ses shoots qui sont à 3 points. C'est pas forcément un bon finisseur au cercle. Mais voilà, c'est un joueur sur qui tu peux compter. Et on l'a vu en play-off, absolument impressionnant, quoi. J'ai été épaté par DiVincenzo. Bah, tu vois, tu parlais un peu d'Eric White qui était génial dans son rôle à tout faire. Je trouve que DiVincenzo, c'est un peu, alors pas au même niveau, mais un peu ce rôle pareil, hein, du connecteur ultime. Ouais. Donc pas le mec qui va créer le décalage, mais qui va un peu l'amplifier, qui va le fluidifier le jeu, qui va faire l'extra pass, qui va faire les cuts, qui va faire le mouvement. Enfin bref, un peu ce côté synergie et apporter du tissu liant en fait à une attaque. Et hormis la création, en effet, ça il le fait pas. Il fait un peu tout le reste en fait. Et donc c'est pour ça que tu parlais du net rating. Bon, moi il y a un côté où les chiffres, c'est pas lui, c'est un peu un facteur de corrélation parce qu'il joue aussi avec des bons joueurs, etc. Mais en même temps, pourquoi est-ce qu'il joue avec les titulaires ? Parce qu'il est aussi valuable pour le coup. Donc ça se retrouve aussi de ce point de vue-là. Mais hormis la création, en fait, il fait tout bien. Et bon, en plus, il vient d'être échangé côté Timberwolves. Donc j'en ai parlé, je crois, hier quand j'ai fait mon podcast sur le trade. Je vais essayer de pas me répéter, mais la vraie force, c'est ça en fait, c'est le QI basket, l'aspect de cut, de mouvement, de passing, et tu l'as dit aussi, cet aspect de shoot en fait, hein, qui fait beaucoup de bien. Ça fait 2 ans qu'on est à plus de 40% à 3 points sur. L'an dernier c'était 5 par match, là cette année c'est quasiment 9 par match. Donc un énorme volume de tirs à 3 points. Donc ça fait quand même un attaquant hyper intéressant parce que en fait, c'est un joueur qui n'apporte aucun compromis. Il va pas te réclamer plein de ballons, il va pas te coûter des points parce que pas efficace. C'est littéralement le mec que tu peux plug and play, je trouve, à côté de n'importe qui. Tu le mets à côté de Brunson, tu le mets à côté de Randle, à côté de n'importe quel créateur. Le mec, il peut jouer off-ball avec son shoot, il peut faire des cuts, il peut aider l'attaque, il peut fluidifier le jeu avec le passing. C'est littéralement le mec qui a 0 compromis offensif. Et en plus, on en parlera peut-être à la fin, mais il y aura aussi la défense. Mais je pense que c'est pas pour rien si les Wolves l'ont voulu et l'ont eu dans l'échange. C'est que c'est quand même un mec avec une valeur assez intéressante parce que c'est le mec qui aide l'équipe, même si ça se voit pas forcément de manière aussi flashy que 25 points par match comme d'autres, quoi. Oui, tout à fait. En fait, c'est dans la même respiration de Derrick White tout à l'heure, effectivement. C'est un joueur qui comprend quel est son rôle sur le terrain. C'est un joueur excessivement intelligent, qui sait ce qu'il doit faire, ce qu'il n'a pas à faire, qui n'a pas froid aux yeux quand il faut prendre des tirs, ça on l'a bien vu. Je veux dire, il a joué une saison à New York, c'est lui qui a le record de paniers inscrits dans l'histoire des Knicks désormais. C'était face aux Pistons, je crois, en mars, 11 paniers à 3 points. Il a dépassé Fournier pour le plus grand nombre de 3 points inscrits dans une saison avec 283. Donc le mec en une saison à New York, il a laissé une marque indélébile de son passage déjà. Et comme tu dis, là, c'est une des rares saisons où que ça soit son impact offensif et défensif, il est dans le positif des deux côtés. Et ça s'était rarement vu jusqu'à là dans sa carrière. Et je trouve que, je sais pas si on peut dire ça, mais l'an dernier à New York, t'as l'impression qu'il a réussi un peu à synthétiser tout ce qu'on avait vu de positif à Milwaukee, notamment défensivement à Milwaukee, c'était pas dégueu. Offensivement à Golden State, il y a eu un vrai progrès, même si c'était pas tout à fait ça. Il y avait peut-être moins d'opportunités qu'à New York, très certainement même. Mais je trouve que là, il est en train de se réaliser en tant que joueur quelque part, Dante DiVincenzo. Et j'ai adoré sa saison à New York la saison passée, et je suis très content de le voir aux Wolves. Je trouve qu'ils ont fait une très bonne pioche, les Wolves, en chopant ce gars-là.
Ouais, et encore aujourd'hui, on parle du sportif, mais si on rajoute un peu l'aspect contrat, c'est un mec qui est sous contrat Ouais, pour 10-11 millions l'année pour encore 3 ans. C'est un magnifique contrat pour les Wolves, hein, mais incroyable. bref, mettons ça de côté. Non, mais effectivement, il y a 2-3 trucs que j'avais un peu noté là-dessus. 82% de ses paniers étaient assistés cette année. 82%, donc on est vraiment sur cet aspect de création. Enfin, Hmm. pardon, de pas création, au contraire, pardon, de Non, finition non, pure. de finition pure, de catch and shoot, Exactement, ouais. voilà. Exactement, donc c'est pas un créateur, il y a ce profil de voilà, avoir autant de paniers assistés par autrui, bah, ça montre ça. Mais de l'autre côté, bah, c'est vrai que tu l'as dit un peu, mais c'est la première année où il a un tel minutage aussi, et un tel rôle. Parce que Tout à moi, fait. je me souviens de lui aux Bucks, qui était déjà hyper intéressant, notamment un peu sur la fin, parce que il montait en puissance, hein, clairement, il se fait drafter 2018, il se développe, ça met un peu de temps, il y a déjà beaucoup de monde dans cet effectif des Bucks qui est déjà élite. Il fait une très, très bonne saison en 2021. Le problème, c'est que, bon, il a une bague, mais il se blesse en fait. Donc il finit pas Tout à fait. l'année, il fait pas les playoffs, etc. Et depuis, bah, il avait un peu perdu en statut. Il y avait l'affaire du trade, je sais pas où, à Sacramento, je crois, ou je sais plus où, tu sais, l'affaire avec Bogdan Bogdanovic qui devait venir aux Ouais, Bucks, ouais, tout à fait, ouais. le tampering, etc. Donc lui, un peu, finalement, il reste à Milwaukee. Au final, il est quand même échangé aux Kings quelques mois plus tard. Aux Kings, il joue pas trop. Enfin, voilà, il fait 20 matchs, petit minutage. Les Warriors, ils se relancent un peu après les Kings. Et les Kings, hein, c'est les mauvais Kings. Hein. Je précise, c'est les Kings avant Mike Brown. Hein, donc Tout à c'était fait, encore ouais. les mauvais Kings. À Golden State, c'est sympa, hein, très sympa. Mais c'est 26 minutes par match, quoi. C'est Voilà, c'est un beaucoup plus joueur qui sort limité, du ouais. banc, quoi. Et Exactement. comme tu dis, à Milwaukee, il start les 66 matchs qu'il joue en 2021, enfin Oui, 2020-2021. Il est starter sur la totalité de la saison. Donc il a vu son rôle, il a perdu son rôle de titulaire. Et je pense que ça lui a mis un coup quelque part oui, dans son exactement. développement. Ouais, et puis même en termes de projet, quoi, parce que quand Tout ton à front fait. office t'échange et puis au final on te dit ah non, le trade est annulé parce que vous avez triché et que t'es obligé de revenir à la maison et tu reviens à l'endroit où le mec a voulu te virer, quoi. Tu dis bon, ok, on va peut-être pas construire avec lui pour le coup, mais Mm. non, mais tout ça pour dire que c'est sa première année ou peut-être sa deuxième, comme tu dis avec Milwaukee 2021, première vraie année ou deuxième où il a un vrai rôle de titulaire, un vrai gros minutage. Et ça atteste aussi de à quel point est-ce qu'il est valuable, je trouve, et à quel point il peut fitter partout. C'est que, ouais, en fait, tu vois que tu as une attaque avec Brunson en pick and roll, tu peux mettre DiVincenzo à côté, il ne gêne pas. Il n'y a pas de compromis. Il peut être très bien à côté. Il le fait d'ailleurs. Le shoot, le volume au shoot est très bon. Et puis, on n'a même pas encore parlé de la défense. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que la défense est aussi de très bon niveau, en fait. Je sais pas si je dirais de très bon niveau. D'accord. Dans tout ce que dans tout ce que j'ai pu trouver sur sa défense à Dante, c'est pas un minus défensif, mais c'est pas non plus un défenseur élite. Par contre, il comprend très bien ce qu'il doit faire et il le fait très correctement. Et ça, vu son profil offensif, ça suffit largement en fait. Ça convient très bien à ce qu'il doit faire et ça lui permet d'avoir des minutes valables sur le terrain, quoi, de qualité sur un terrain. Mais défensivement, je trouve à Milwaukee, après, comme tu disais tout à l'heure, il faisait aussi partie d'un système. Il avait Brook Lopez, Antetokounmpo à côté de lui, Middleton qui est un très bon défenseur. Il avait Drew Holiday aussi. Donc c'est différent, mais je trouve que s'il est bien entouré, Dante DiVincenzo, il t'apporte énormément. C'est pas quelqu'un où tu vas te dire, ouais mais attends, est-ce qu'on peut vraiment jouer Dante dans ce contexte-là, tu vois? Non, en playoff, il y a pas de problème. En saison régulière, il y a pas de problème. Il y a pas de problème avec Dante DiVincenzo. Et c'est un vrai plus, c'est une vraie qualité pour un joueur de ce rang-là. Parce que souvent des joueurs comme lui qui sont hors titulaire, tu peux avoir des fois des problèmes de match-up. Tu te dis, ouais, est-ce que je peux vraiment lui donner ces minutes-là ou pas? Lui, ça se pose pas trop, en fait, cette question-là, je trouve. Ouais. Mais alors, je suis quand même un peu plus haut que toi, du coup, sur la défense. Ah oui? Effectivement, on n'est peut-être pas niveau élite 10 sur 10, mais je trouve qu'on a quand même un mec hyper intéressant sur ce qu'on appelle le point d'attaque et la défense au point d'attaque. Donc un peu les lignes extérieures, poste 1 et 2, peut-être certains postes 3 et encore pas trop, mais donc le défaut, c'est un peu ce manque de polyvalence où, bah, comme il est petit, bah ouais, il peut pas switcher sur trop gros. Mais par contre, sur tout ce qui est défense en premier rideau, sur des petits, je trouve qu'il est très mobile, ça bouge très bien.
l'intelligence de jeu aussi, les bonnes mains, l'activité. Donc ça, c'est hyper cool. Et d'ailleurs, tu vois, c'est un peu comme ça qu'il avait un peu commencé à percer au box à l'époque. C'est dans les schémas de drop de Milwaukee. Donc l'intérieur qui reste très bas. Donc Lopez qui fait un drop qui reste bas par rapport au niveau de l'écran. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait le premier rideau qui soit assez compétent pour traverser l'écran et contester le tir par derrière, quoi. Parce que comme le défenseur Lopez va être bas, il y aura un peu d'espace pour le pull-up et donc il faut que le mec traverse bien l'écran. C'est ce que faisait Bledsoe, c'est ce que faisait Jrue Holiday, DiVincenzo aussi, du coup. Et voilà, moi j'aime beaucoup cet aspect-là. Après, je te rejoins aussi que c'est un petit. Donc il n'y a pas de polyvalence on-ball. Il y a un aspect peut-être limité sur tout ce qui est aide au panier, les rotations, etc. On est d'accord, mais globalement, je trouve que, tu vois, je te trouve un peu sévère. Je trouve que pour moi, c'est clairement un positif en défense sur cet aspect-là, mais peut-être pas un positif qui va être aussi grand que des KCP, McDaniels ou autres, on est d'accord, mais tout de même assez valuable. Surtout les indicateurs que j'ai dans sur les sites de stats avancés où je peux aller, ils le classent tous de façon assez moyenne, quoi. Mais moyenne bien, moyenne solide, mais pas défenseur élite. Je peux te faire une confidence. Ouais. J'aime pas les stats. J'aime pas ces modèles-là. Moi, je suis pas très fan. Mais non, mais je vois ce que tu veux dire. Et en effet, parfois, on n'est pas si loin que ça de la réalité. Mais alors, tant qu'à faire, transition vers le classement. Où est-ce qu'on l'imagine, ce Donte DiVincenzo? Waouh. Comme tu dis. On va commencer. Non, mais c'est parce que je découvre en même temps le truc. C'est pas facile. Ouais, quand je vois des Keegan Murray là dans les 50, tout ça là, des Klay Thompson, des Lu Dort, Rami Raquez extraordinaire. Alors en fait, pour te décrire un peu le classement, on a un peu tout ce qui est, tu vois, entre 41 et 50, on a tout ce qu'on appelle des créateurs secondaires, McCollum, Van Vliet et tout, donc créateurs mais pas stars, et avec des défauts, genre la défense parfois. Après, on enchaîne sur quelques ailiers défensifs, grosso modo, c'est un peu ça le classement. Ou alors on passe au-dessus avec KCP, McDaniels, Caruso, un peu au-dessus de ce groupe-là, tu vois, 38, 39, 40. Défenseur d'élite, dans quel groupe à peu près tu voudrais taper grosso modo? Je peux pas le mettre au-dessus de Paolo Banchero, je suis désolé, c'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que moi je peux? Ouais, tu peux, ouais. Tu mettrais DiVincenzo au-dessus de Paolo Banchero? Je pense que Banchero, c'est un mauvais exemple parce que sans doute les avis diffèrent beaucoup, mais ne serait-ce que toi et moi par rapport à l'efficacité, on l'a mis très bas par rapport à sans doute ce que beaucoup le mettraient. Par rapport à son efficacité? Ouais, je pense que... Ah ouais. Je trouve ça dur. Mais alors tu vois, si mettons entre parenthèses Banchero et Cunningham, deux créateurs à haut volume, mais qui se retrouvent un peu bas à cause de l'inefficacité, par rapport à des Keegan Murray, par rapport à des Lu Dort, tu vois, par rapport à des Naismith, est-ce que tu penses qu'on est dans ce groupe-là ou est-ce qu'on va taper les 3&D d'élite genre KCP, McDaniels? Non, on va pas toucher les McDaniels, KCP pour moi. Moi, je suis plus là où on était là. Ok. Moi, je suis plus en dessous Banchero, Cunningham, quoi. Donc, avec Klay Thompson, pourquoi pas, tu vois. Lu Dort, on a Naismith, Josh Hart. Voilà. Moi, je suis plus par là, tu vois. Je sais pas, je réfléchis. Effectivement, je pense qu'il est quand même un ton en dessous de KCP McDaniels. Je pense. Ouais, je pense. Le problème, c'est que tu vois, on a tellement de joueurs entre les deux groupes de défenseurs que soit il est très haut, soit sinon il repasse un peu bas, quoi, selon ce qu'on pense de lui. Mais tu vois, par rapport à Keegan Murray, je suis pas convaincu. Ou alors c'est peut-être Keegan Murray qui est un peu haut. Murray est sympathique, mais pas non plus, quoique, je sais pas. Ouais, on va être par là alors. Je sais pas, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Ouais, tout ce qui va entre 45 et 55. Ça, moi, ça me va, mais c'est toi le patron du podcast. Hein. Non, je suis le coordinateur d'un classement participatif. Moi, je récolte les avis et j'essaie de faire la tambouille et je récolte les critiques. Mais c'est marrant parce que à chaque fois que je parle avec toi, je remarque on a deux façons de regarder et de suivre la NBA assez différentes et je trouve ça fascinant à chaque fois les arguments que tu donnes. C'est pour ça que j'aime te suivre sur les réseaux, j'aime écouter ce que tu dis, les arguments que tu sors et tout ça. C'est vraiment hyper enrichissant. Je suis désolé j'ai pas envie
de te lancer des fleurs. Non, mais petite parenthèse, moi c'est pour ça que j'aime bien ce format du top 100, c'est qu'on reçoit plein de monde de plein de médias différents et pas que des gens qui pensent entre guillemets comme moi, quoi, pour le coup. Ouais, ça mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que moi ça me force à repositionner des fois ma façon de penser et voilà. Et je sais que voilà, quand je te suis, des fois tu as des sorties sur les réseaux et c'est marrant parce que je vais avoir une idée de quelque chose et je vais me dire ah tiens, il pointe du doigt quelque chose d'hyper intéressant. Bon, arrêtons de se jeter des fleurs. Non, mais arrêtons bref. de. Non, tu m'as jeté aucune fleur déjà. Donc vas-y, donc tu le mets où alors? Après avoir gagné pas mal de temps pour réfléchir, où est-ce qu'on le met? Non, je veux bien le mettre au-dessus de Lou Dort, ouais. On peut le mettre au-dessus de Lou Dort qui est sans doute plus génial en défense, mais qui est quand même beaucoup moins dynamique et apporte beaucoup moins de synergie offensive. Donc ça me va. Le mettre au-dessus de Klay Thompson, hein, très sincèrement, moi ça me dérange qu'il soit. Je le mettrais au-dessus de Klay Thompson sur la saison passée. Ouais, t'as raison. Même Klay Thompson, c'est vrai qu'il fait pas une grande année. Ça s'entend. Ok, bah mettons-le là alors. Entre Cunningham et Klay Thompson, alors. On peut faire comme ça. Ok, très bien. Très bien. On verra quelles sont les conséquences et le courroux du public. Mais alors, petit quiz pour terminer. Nous sommes le 23 avril 2024. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Action marquante. Le game winner, match 2 contre les Sixers. Le game winner de Donte DiVincenzo sur ce match-là. Qui est sur le terrain au moment de ce game winner contre les Philadelphia 76ers, pardon. Est-ce qu'il y a McBride? McBride, il est pas sur le terrain, non, pas à ce moment-là. C'était le game 2, hein, c'est ça? Exactement. Ouais, donc Anunoby, il joue plus. Oui. Si, il est là. Il joue? Il est là? Putain, la vache. Il y a Josh Hart. Je vois même pas comment c'est possible qu'il soit pas là. Oui. C'est game 2 face à Sixers. Est-ce que Mitchell Robinson est là? Ou Hartenstein est là, tout à fait. Et puis t'oublies le plus important. Brunson. Exactement, Brunson sur le terrain. Et côté Sixers alors? Côté Sixers, il y a Jojo. Oui. Jojo, il est là. Maxi. Oui. Tobias, ton joueur préféré? Exactement, Tobias Harris, 8 sur 16 est là. Voilà, ton joueur de cœur. Ton 18-6 par excellence. C'est ça. Kelly Oubre? Non, pas Kelly Oubre, c'est un autre. Un autre qui est d'ailleurs est parti depuis. Il est même reparti chez lui, aux Clippers. Merde, aux Clippers. Oh là aux Clippers. Alors là. Attention, petit indice, Cocorico. Ah, Batum. Exactement, Batum, tout à fait. Et le dernier, c'est une légende. Mo Bamba. Non. C'était drôle. Mais alors, bizarrement, il joue pour les Sixers, alors qu'il aurait pu jouer pour les Knicks, parce qu'il a joué à Villanova. Donc, il aurait pu faire partie de cette bande des Nova Knicks. Mais en fait, non. Ça m'a vachement. T'en as pas parlé de ça. Ça m'a vachement déçu que Donte DiVincenzo apparemment n'était pas du tout dans le délire Villanova. Nous revoilà, quoi. Ouais. C'est assez dingue. Je sèche totalement sur le dernier. Kyle Lowry, non. Exactement, Kyle Lowry, tout à fait. C'est Kyle Lowry.